Pendant des décennies, la tension entre la Corée du Nord et les États-Unis s'est intensifiée. Bien que ces tensions mènent rarement à un conflit direct, il existe des moments où elles s'exacerbent, forçant les deux nations à démontrer leur force. Ces affrontements révèlent souvent des technologies et des armes militaires avancées. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser ces tensions vers un conflit ouvert? Et quel type d'armement avancé pourrions-nous voir en action? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la manière dont la Corée du Nord lutte contre les porte-avions américains fabriqués avec de la technologie extraterrestre. Les tensions de longue date entre la Corée du Nord et les États-Unis n'ont cessé d'escalader, et il semble qu'elles aient atteint un point critique, les deux nations montrant des signes d'abandon de toute retenue. En octobre 2024, la Corée du Nord a confirmé qu'elle avait lancé un nouveau missile balistique intercontinental, ICBM, vers les eaux au large de sa côte est, ce qui constituait le vol le plus long pour un missile nord-coréen. Cela a suscité des craintes concernant le développement d'armes avancées par Pyongyang. L'agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA, a déclaré que son leader, Kim Jong-un, était présent lors du lancement du test de missile et a adressé un avertissement à ses ennemis. Selon lui, le tir de test est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l'objectif d'informer les rivaux, qui ont intentionnellement intensifié la situation régionale et ont récemment menacé la sécurité de la République, de leur volonté de riposte. Le missile a volé pendant 86 minutes et parcouru environ 1000 km à une altitude maximale de 7000 km avant de se poser au large de la côte de Hokkaido, en dehors de la zone économique exclusive du Japon, selon l'agence de défense du Japon. Les médias d'État nord-coréens ont confirmé qu'un ICBM avait été lancé pour informer les rivaux des puissantes capacités du pays. Le lancement de missiles à longue portée joue un rôle essentiel dans le processus de développement militaire de la Corée du Nord, car le leader Kim Jong-un veut acquérir un vaste arsenal de missiles et d'armes nucléaires que les analystes affirment capables, un jour, d'atteindre des cibles aussi éloignées que le Japon et les États-Unis. Les tirs de test d'ICBM aident la Corée du Nord à affiner ses systèmes d'armement. C'est aussi la manière dont la Corée du Nord attire l'attention du monde lors des événements clés, a déclaré Shin Seong-ki, directeur de la recherche sur l'armée de la Corée du Nord à l'Institut coréen d'analyse de la défense à Séoul, à l'agence de presse Reuters. Le lancement de l'ICBM avait pour but de montrer que la Corée du Nord ne se pliera pas à la pression, car Pyongyang a récemment été mis sous pression en raison du déploiement supposé de 10 000 soldats nord-coréens pour assister la Russie en Ukraine. Le test envoie un message selon lequel la Corée du Nord répondra à la force par la force. Cependant, ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord envoie un avertissement au monde par le biais de ses tests de missiles. En décembre 2023, la Corée du Nord a mis le monde sur le qui-vive lorsqu'elle a testé certaines de ses armes les plus récentes. Pyongyang a testé un ICBM en décembre 2023 avec le lancement de son puissant missile Hwasong-18, marquant la troisième fois que la Corée du Nord testait cette arme. Selon 38 North, un programme du think tank Stimson Center à Washington, D.C., qui surveille la Corée du Nord, le Hwasong-18 a volé environ 1000 km pendant environ 73 minutes à une altitude de plus de 6000 km. Les ICBM sont conçus pour parcourir de longues distances et transporter des armes telles que des ogives nucléaires. Le missile de décembre a été lancé sur une trajectoire élevée, la même que celle lancée près d'un an plus tard. Bien qu'impressionnant, le Hwasong-18 n'est pas aussi impressionnant que le test de l'ICBM lancé cette année. La trajectoire élevée signifie simplement tirer un missile presque verticalement. Cela permet au missile de voyager à une altitude très élevée avant de retomber sur une distance horizontale courte par rapport au site de lancement. Il est dit que les lancements en trajectoire élevée permettent à Pyongyang de recueillir des données envoyées par les missiles de test afin de mieux comprendre les défis rencontrés lorsqu'une ogive à longue portée pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse extrêmement élevée et génère d'énormes quantités de chaleur.
Les analystes affirment que le Hwasong-18 pourrait parcourir jusqu'à 15 000 km s'il est lancé sur une trajectoire non élevée. Le Hwasong-18 a également marqué un changement par rapport au modèle passé d'ICBM, comme le Hwasong-17, car c'était un missile à carburant solide, plus sûr et plus facile à manœuvrer que les missiles à carburant liquide. Il s'agit d'un missile balistique intercontinental à 3 étages, ICBM. Les missiles à carburant solide utilisent un propulseur solide composé de carburant et d'oxydant, qui est fortement comprimé dans le moteur du fusée. Ce mélange est stable et peut être stocké pendant de longues périodes sans dégradation significative. Les ICBM à carburant solide ont des temps de préparation au lancement plus courts, car le propulseur est déjà à l'intérieur du missile, ce qui les rend plus réactifs aux ordres de lancement soudain. Les ICBM à carburant solide sont généralement plus mobiles, car ils peuvent être facilement transportés sur des véhicules sans nécessité d'équipement de ravitaillement supplémentaire. Un ICBM à 3 étages est un type d'ICBM avec 3 étages, ou sections, qui propulse le missile vers sa cible. Le premier étage est la phase de lancement, responsable de l'élévation du missile et de son accélération à une grande vitesse. La phase de propulsion utilise généralement un moteur fusée à carburant liquide qui fournit une grande quantité de poussée pendant une courte période. Une fois que le missile a atteint une certaine altitude et vitesse, la première phase se détache et la phase de mi-parcours prend le relais. La phase de mi-parcours guide le missile vers sa cible en utilisant une combinaison de systèmes de guidage interne et de systèmes de suivi externe. La dernière phase du vol du missile est la phase terminale, qui est responsable de garantir que le missile atteigne sa cible avec précision. La phase terminale utilise généralement un petit moteur fusée qui peut apporter des ajustements fins à la trajectoire du missile pour garantir qu'il frappe sa cible. Cependant, en raison de la nature secrète du programme de missiles de la Corée du Nord, il est difficile de déterminer les détails exacts du système de guidage utilisé. Les États-Unis ont remarqué les activités de la Corée du Nord, au grand mécontentement de la Corée du Nord, qui est allié aux rivaux de la Corée du Nord, à savoir la Corée du Sud et le Japon. Le leader nord-coréen Kim Jong-un n'a pas tardé à renouveler son appel à une expansion illimitée de son programme nucléaire militaire pour contrer les menaces dirigées par les États-Unis, dans des commentaires rapportés comme étant ses premières critiques directes envers Washington depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Lors d'une conférence avec des responsables militaires, Kim a condamné les États-Unis pour avoir mis à jour leur stratégie de dissuasion nucléaire avec la Corée du Sud et solidifié la coopération militaire trilatérale impliquant le Japon, qu'il a présenté comme un OTAN asiatique, exacerbant les tensions et l'instabilité dans la région. L'une des raisons de l'escalade des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kim a critiqué les États-Unis pour leur soutien à l'Ukraine contre une invasion prolongée de la Russie. Il a insisté sur le fait que Washington et ses alliés occidentaux utilisaient l'Ukraine comme leur troupe de choc pour mener une guerre contre Moscou et étendre l'influence militaire des États-Unis, a déclaré l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ces derniers mois, Kim a priorisé les liens de son pays avec la Russie, embrassant l'idée d'une nouvelle guerre froide et affichant un front uni dans les conflits plus larges du président russe Vladimir Poutine avec l'Occident. Il n'a pas encore reconnu directement qu'il avait fourni du matériel militaire et des troupes à la Russie pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine, et le rapport de la KCNA ne mentionnait pas si Kim avait fait des commentaires concernant Trump, dont la victoire électorale n'a pas encore été rapportée dans les médias d'État nord-coréens. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a juré que son pays soutiendrait invariablement la guerre de la Russie en Ukraine lorsqu'il a rencontré le chef de la défense russe. Une délégation militaire russe dirigée par le ministre de la Défense Andrei Belousov est arrivée en Corée du Nord au milieu de préoccupations internationales croissantes concernant la coopération croissante entre les deux pays, après que la Corée du Nord a envoyé des milliers de troupes en Russie le mois dernier. L'agence de presse officielle KCNA a déclaré que Kim et Belousov avaient atteint un consensus satisfaisant
pour renforcer le partenariat stratégique et défendre la souveraineté, les intérêts en matière de sécurité et la justice internationale de chaque pays face aux environnements mondiaux de sécurité en rapide évolution lors d'une réunion. Il a déclaré que la Corée du Nord soutiendrait invariablement la politique de la Fédération de Russie pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre les actions impérialistes visant à obtenir l'hégémonie. La Corée du Nord a soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la qualifiant de réponse défensive à ce que Moscou et Pyongyang appellent l'avancée imprudente de l'OTAN vers l'Est et les actions dirigées par les États-Unis pour éliminer la position de la Russie en tant qu'État puissant. Il a critiqué une décision des États-Unis début novembre de permettre à l'Ukraine de frapper des cibles en Russie avec des missiles à plus grande portée fournis par les États-Unis comme une intervention directe dans le conflit. Il a qualifié les frappes russes récentes sur l'Ukraine de mesures opportunes et efficaces pour démontrer la détermination de la Russie. Selon les évaluations des États-Unis, de l'Ukraine et de la Corée du Sud, la Corée du Nord a envoyé plus de 10 000 soldats en Russie, et certains d'entre eux ont déjà commencé à se battre sur les lignes de front. Les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres disent que la Corée du Nord a également expédié des systèmes d'artillerie, des missiles et d'autres armes conventionnelles pour reconstituer l'inventaire d'armement épuisé de la Russie. Ni la Corée du Nord ni la Russie n'ont confirmé formellement les mouvements des troupes nord-coréennes et ont fermement nié les rapports sur les expéditions d'armement. Les États-Unis, qui ne sont pas du genre à rester les bras croisés à regarder une démonstration de force, ont décidé de répondre par une démonstration de force de leur propre côté. Ce pays a fait voler un bombardier à longue portée lors d'un exercice trilatéral avec la Corée du Sud et le Japon en réponse au tir de test d'un nouveau missile balistique intercontinental conçu pour frapper le territoire des États-Unis. Jeudi, la Corée du Nord a testé le nouvel ICBM Hwasong-X9 qui a volé plus haut et est resté plus longtemps dans les airs que tout autre missile qu'elle a tiré. Le leader nord-coréen Kim Jong-un l'a qualifié d'action militaire appropriée pour faire face aux menaces extérieures à la sécurité posées par ses rivaux. Les États-Unis ont fait voler le bombardier B-1B pour s'entraîner avec des chasseurs sud-coréens et japonais près de la péninsule coréenne, démontrant la ferme détermination des trois pays et leur préparation à répondre aux programmes nucléaires et de missiles en cours de développement de la Corée du Nord, a déclaré l'état-major conjoint de la Corée du Sud dans un communiqué. Le B-1B porte la charge utile conventionnelle la plus importante de toutes les armes guidées et non guidées de l'inventaire de l'Air Force. Le B-1 à mission multiple est l'épine dorsale de la force de bombardiers longue portée de l'Amérique. Il peut rapidement livrer des quantités massives d'armement de précision et non de précision contre n'importe quel adversaire, partout dans le monde, à tout moment. La configuration de l'aile et du fuselage intégré du B-1B, les ailes à géométrie variable et les moteurs à turboréacteurs à post-combustion se combinent pour offrir une grande portée, une maniabilité et une grande vitesse tout en améliorant la survie. Les réglages de l'aile avant sont utilisés pour le décollage, les atterrissages, le ravitaillement en vol et dans certains scénarios de déploiement d'armement à haute altitude. Les réglages de balayage arrière des ailes, la configuration de combat principale, sont généralement utilisés pendant le vol subsonique et supersonique élevé, améliorant la maniabilité du B-1B dans les régimes d'altitude basse et haute. Sa vitesse et ses caractéristiques de maniabilité supérieure lui permettent de s'intégrer parfaitement dans des packages de forces mixtes. Ses capacités, combinées à sa charge utile importante, son excellent système de ciblage radar, son long temps de patrouille et sa survie font du B-1B un élément clé de toute force de frappe conjointe et composite. C'est un système d'armement très polyvalent à missions multiples. Son radar à synthèse d'ouverture est capable de suivre, cibler et engager des véhicules en mouvement, ainsi que des modes d'autociblage et de suivi du terrain. De plus, un système de navigation inertielle assisté par GPS extrêmement précis permet aux équipages de naviguer sans l'aide des aides à la navigation basées au sol
et d'engager des cibles avec un haut niveau de précision. L'ajout d'une liaison de données entièrement intégrée, le FIDL, avec la capacité Link 16, améliore la conscience de la situation sur le champ de bataille et la connectivité sécurisée au-delà de la ligne de vue. Dans un environnement de ciblage sensible au temps, l'équipage peut utiliser les données de ciblage reçues du centre des opérations aériennes, combinées ou d'autres actifs de commandement et de contrôle pour frapper rapidement et efficacement les cibles émergentes. Les équipements de brouillage électronique de protection autonome du B-1B, son récepteur d'avertissement radar, l'ALQ-161, ses contre-mesures jetables, son système de leurre et de fusée, et son système de leurre tracté ALE-50, complètent sa faible section radar pour former un système de défense intégré et robuste qui soutient la pénétration de l'espace aérien ennemi. Le système de contre-mesure électronique ALQ-1661 détecte et identifie l'ensemble du spectre des émetteurs de menaces adverses, puis applique la technique de brouillage appropriée, soit automatiquement, soit par l'intermédiaire des entrées de l'opérateur. Les modifications actuelles s'appuient sur cette base. Des mises à niveau de la durabilité et des capacités du radar fourniront un système plus fiable et pourraient être mises à jour à l'avenir pour inclure une capacité ultra haute résolution et une reconnaissance automatique des cibles. L'ajout de Link 16 et FIDL, combiné aux améliorations associées du cockpit, offrira à l'équipage un cockpit beaucoup plus flexible et intégré, permettant au B-1 de fonctionner dans le champ de bataille intégré rapide du futur. Plusieurs systèmes électroniques obsolètes et difficiles à maintenir sont également remplacés pour améliorer la fiabilité de l'avion. Le B-1A a été initialement développé dans les années 1970 comme remplaçant du B-52. 4 prototypes de ce bombardier stratégique longue portée, haute vitesse, Mach 2,2, ont été développés et testés au milieu des années 1970. Cependant, le programme a été annulé en 1977 avant d'entrer en production. Les essais en vol ont continué jusqu'en 1981. Le B-1B est une variante améliorée lancée par l'administration Reagan en 1981. Les changements importants comprenaient une structure supplémentaire pour augmenter la charge utile de 74 000 livres, un radar amélioré et une réduction de la section radar d'un ordre de grandeur. L'entrée d'air a été modifiée de manière extensive dans le cadre de cette réduction de la section radar, nécessitant une réduction de la vitesse maximale à Mach 1,2. Le premier B-1 de production a volé en octobre 1984 et le premier B-1B a été livré à la base aérienne de Dyess, au Texas, en juin 1985. La capacité opérationnelle initiale a été atteinte le 1er octobre 1986. Le dernier B-1B a été livré le 2 mai 1988. Les États-Unis ont éliminé la mission nucléaire pour le B-1 en 1994. Bien que l'Air Force n'ait pas alloué davantage de financement pour maintenir les capacités nucléaires, le B-1 était toujours considéré comme un bombardier lourd équipé pour les armements nucléaires jusqu'en 2007. La conversion en conventionnel a commencé en novembre 2007 dans le cadre du traité START initial et a été achevée en mars 2011 dans le cadre du nouveau traité START. Pour rendre cette conversion possible, 2 étapes ont été prises. Lors de la première étape, une douille cylindrique métallique a été soudée dans le point de fixation arrière de chaque ensemble de fixation du pylône du B-1. Cela a empêché l'installation des pylônes de missiles de croisière lancés par avion B-1. Lors de la deuxième étape, 2 connecteurs de câbles uniques aux armements nucléaires dans chacune des soutes à armes du B-1 ont été retirés. Cela a empêché le signal de préarmement d'atteindre les armes. Le B-1B détient presque 50 records mondiaux pour la vitesse, la charge utile, la portée et le temps de montée dans sa catégorie. La National Aeronautic Association a reconnu le B-1B pour avoir accompli l'un des 10 vols records les plus mémorables de 1994. Les records les plus récents ont été rendus officiels en 2004. Le B-1B a été utilisé pour la première fois en combat lors des opérations contre l'Irak
pendant l'opération Desert Fox en décembre 1998. En 1999, 6 B-1 ont été employés dans l'opération Allied Force, larguant plus de 20% du total des munitions, tout en effectuant moins de 2% des sorties de combat. Au cours des 6 premiers mois de l'opération Enduring Freedom, 8 B-1 ont largué près de 40% du tonnage total livré par les forces aériennes de la coalition. Cela comprenait près de 3900 JDAM, soit 67% du total. Lors de l'opération Iraqi Freedom, l'avion a effectué moins de 1% des missions de combat, tout en larguant 43% des JDAM utilisés. Le B-1 continue d'être déployé aujourd'hui, effectuant des missions quotidiennes pour soutenir les opérations en cours. L'entraînement aérien trilatéral était le deuxième organisé par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon en 2024, selon le communiqué. Les États-Unis répondent souvent aux principaux essais de missiles nord-coréens en déployant temporairement certains de leurs actifs militaires les plus puissants, tels que des bombardiers à long rayon d'action, des porte-avions et des sous-marins nucléaires, sur et à proximité de la péninsule coréenne. La Corée du Nord réagit généralement avec colère à de telles actions américaines, les qualifiant de complots dirigés par les États-Unis pour envahir le Nord et procédant à des essais d'armes supplémentaires. Bien que les États-Unis aient participé à un entraînement aérien trilatéral avec la Corée du Sud et le Japon, ils sont tout à fait capables de se défendre seuls et de maintenir leur statut de première puissance militaire mondiale. En matière de missiles balistiques intercontinentaux, les États-Unis possèdent certaines des technologies les plus avancées au monde. Ils ont procédé au lancement du Minuteman III, un test essentiel visant à évaluer la capacité de cette arme à atteindre ses cibles avec plusieurs ogives. Les missiles Minuteman III, qui constituent un élément clé de la triade nucléaire américaine, transportent chacun un véhicule de rentrée nucléaire. Toutefois, le missile testé transportait 3 ogives d'essai. Après qu'un E-6B Mercury de la marine américaine a transmis l'ordre de lancement, le Minuteman III a été propulsé hors d'un silo de la base de lancement située sur la côte nord de cette base en Californie. Des aviateurs du 625e escadron des opérations stratégiques de la base aérienne d'Offutt étaient à bord de l'E-6, aux côtés de l'équipage de la marine. Les 3 véhicules de rentrée d'essai, un Joint Test Assembly haute fidélité qui contient des explosifs non nucléaires et 2 objets de télémétrie Joint Test Assembly, ont atteint le site d'essai Reagan, près de l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall, environ 30 minutes après le lancement, soit un vol d'environ 4200 miles, 6760 km. Le colonel Dustin Harmon, commandant du 377e groupe d'essai et d'évaluation, l'unité de test opérationnel des ICBM de la nation, a déclaré dans une interview au magazine Air and Space Forces que ces véhicules de rentrée constituent essentiellement une ogive. Selon lui, il en existe 2 types différents. L'un est télémétré et contient un émetteur radio, des antennes, des gyroscopes, des accéléromètres et tous les capteurs de mouvement nécessaires. Ils effectuent des vols d'essai avec ces dispositifs ou peuvent utiliser une version dite haute fidélité. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien affiché à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!